Loi de Hammurabi, exportée de Wikisource le 18 janvier 2024, dit par Émile Berlern en janvier 2024. La vérité est un bien public, donc un service public. La loi de Hammurabi, roi de Babylone, vers 2000 avant J.C. Jules César. Traduction littérale. 1. Si un homme a incriminé un autre homme, et a jeté sur lui un maléfice, et ne l'a pas convaincu de tort, celui qui l'a incriminé est passible de mort. 2. Si un homme a jeté un sort sur un autre homme, et ne l'a pas convaincu de tort, celui sur qui a été jeté le sort ira au fleuve, et se plongera dans le fleuve. Si le fleuve s'empare de lui, celui qui l'a incriminé prendra sa maison. Si le fleuve l'innocente et le garde sauf, celui qui a jeté le sort sur lui est passible de mort. Celui qui s'est plongé dans le fleuve prendra la maison de celui qui l'avait incriminé. 3. Si un homme, dans un procès, s'est levé pour un témoignage à charge, et s'il n'a pas justifié le propos qu'il a tenu, si cette cause est une cause de vie ou de mort, cet homme est passible de mort. 4. S'il s'est levé pour un tel témoignage, en matière de blé ou d'argent, il portera la peine de ce procès. 5. Si un juge a rendu une sentence, formulé une décision, libellé une tablette, si ensuite il annulait cette sentence, on fera comparaître ce juge pour l'annulation de la sentence qu'il avait rendue, et la revendication de ce procès. Il l'acquittera 12 fois, et publiquement on l'expulsera de son siège de justice. Il n'y retournera plus, et ne siégera plus avec des juges dans un procès. 6. Si un homme a volé le trésor du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait reçu de sa main l'objet volé est passible de mort. 7. Si un homme a acheté ou reçu en dépôt, sans témoin ni contrat, de l'or, de l'argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou quoi que ce soit, des mains d'un fils d'autrui ou d'un esclave d'autrui, cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort. 8. Si un homme a volé un bœuf, mouton, âne, porc ou une barque, si c'est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple. Si c'est un mouchkinou, il compensera au décuple. Si le voleur n'a pas de quoi rendre, il est passible de mort. 9. Si un homme ayant perdu un objet le retrouve entre les mains d'un autre, si celui chez qui l'objet perdu est trouvé dit « Un vendeur me l'a vendu et je l'ai acheté devant témoin », et si le maître de l'objet perdu dit « J'amènerai des témoins qui reconnaîtront mon objet perdu », l'acheteur amènera le vendeur qui lui a transmis l'objet, et les témoins en présence de qui il a acheté. Le propriétaire de l'objet perdu amènera les témoins connaissant son objet perdu. Le juge examinera leur dire. Les témoins devant qui l'achat a été fait, les témoins connaissant l'objet perdu diront devant Dieu ce qu'ils savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu. L'acheteur reprendra l'argent qu'il avait payé sur la maison du vendeur. 10. Si l'acheteur n'a pas amené le vendeur qui lui a livré, et les témoins devant qui il a acheté, alors que le propriétaire de l'objet perdu a amené les témoins connaissant son objet perdu, l'acheteur est assimilé au voleur et passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu. 11. Si c'est le propriétaire, prétendu, de l'objet perdu qui n'a pas amené les témoins connaissant son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscité la calomnie et est passible de mort. 12. Si le vendeur est mort, l'acheteur prendra au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu'il a le droit de réclamer dans ce procès. 13. Si les témoins de cet homme ne sont pas à proximité, le juge fixera un délai jusqu'au 6e mois. Si pour le 6e mois, il n'a pas amené ses témoins, cet homme est de mauvaise foi et portera la peine de ce procès. 14. Si un homme s'est emparé par vol du fils d'un homme, en bas âge, il est passible de mort. Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d'un mouchkinou, il est passible de mort. 16. Si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave, en fuite du palais, ou de chez un mouchkinou, et si,
sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître de maison est passible de mort. 17. Si un homme s'est emparé dans les champs d'un esclave ou d'une esclave en fuite, et l'a ramené à son maître, celui-ci lui donnera 2 sicles d'argent. 18. Si cet esclave refuse de nommer son maître, il devra l'amener au palais, son secret y sera pénétré, et à son maître on le rendra. 19. S'il a gardé cet esclave dans sa maison, et si par la suite, l'esclave est surpris chez lui, cet homme est passible de mort. 20. Si l'esclave périt chez celui qui l'a attrapé, cet homme en jurera par le nom de Dieu au propriétaire de l'esclave, et il sera quitte. 21. Si un homme a perforé une maison, on le tuera et enterrera en face de cette brèche. 22. Si un homme a exercé le brigandage, a été pris, cet homme est passible de mort. 23. Si le brigand n'a pas été pris, l'homme dépouillé poursuivra devant Dieu ce qu'il a perdu, et la ville et le chèque, sur le territoire et les limites desquels le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu'il a perdu. 24. S'il s'agit de personnes, la ville et le chèque payeront une mine d'argent pour ces gens. 25. Si le feu a éclaté dans la maison d'un homme, et si quelqu'un y est allé pour éteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté dans le même feu. 26. Si un officier ou un homme d'armes, ayant reçu ordre de marcher dans une expédition royale, n'a pas marché, lors même qu'il aurait engagé un mercenaire et que son remplaçant y serait allé, cet officier ou cet homme d'armes est passible de mort. Son remplaçant prendra sa maison. 27. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, on a donné, après lui, ses champs et jardins à un autre qui en exerce la gestion, lorsqu'il reviendra et aura regagné sa ville, on lui rendra ses champs et jardins, et lui-même en exercera la gestion. 28. Si d'un officier ou homme d'armes qui est rappelé dans les forteresses royales, un fils peut exercer la gestion, on donnera à celui-ci champs et jardins, et il exercera la gestion pour son père. 29. Si son fils est en bas âge, et s'il ne peut gérer pour son père, il sera donné un tiers des champs et jardins à sa mère, et sa mère l'élèvera. 30. Si l'officier ou l'homme d'armes, dès l'origine de sa gestion, a négligé et abandonné ses champs, jardins et maisons, et si un autre, après lui, a soigné ses champs, jardins et maisons, et durant 3 ans a exercé sa gestion, lorsqu'il reviendra et demandera ses champs, jardins et maisons, l'autre ne les lui cédera pas. Celui qui les a soignés et a exercé sa gestion, celui-là continuera à exploiter. 31. Si, pendant 1 an seulement, il a laissé inexploité, et s'il revient, l'autre lui rendra ses champs, vergers, maisons, et lui-même reprendra la gestion. 32. Si un officier ou homme d'armes ayant été rappelé au service, dans une entreprise du roi, un négociant a payé sa rançon et lui a fait regagner sa ville, s'il a dans sa maison de quoi fournir la rançon, il se libérera lui-même, près du négociant. Si chez lui il n'y a pas de quoi se libérer, il sera libéré dans le temple de sa ville, et si dans le temple de sa ville il n'y a pas de quoi le libérer, le palais le libérera. Ni son champ, ni son jardin, ni sa maison ne peuvent être cédés pour sa rançon. 33. Si soit un gouverneur, soit un préfet a possédé des troupes, et si dans le service du roi, il a accepté et envoyé un mercenaire substitué, ce gouverneur ou ce préfet est passible de mort. 34. Si, soit un gouverneur, soit un préfet, s'est emparé du bien d'un officier, a causé du dommage à un officier, a prêté en location un officier, a livré au tribunal un officier entre les mains d'un plus puissant, a ravi le cadeau que le roi a donné à l'officier, ce gouverneur et ce préfet sont passibles de mort. 35. Si un homme a acheté des mains de l'officier, bœufs ou moutons que le roi a donnés à l'officier, il est frustré de son argent. 36. Champs, jardins, maisons d'un officier, homme d'armes, ou fiefés à tribu, ne peuvent être vendus. 37. Si un homme a acheté champs, jardins, maisons d'un officier, homme d'armes ou fiefé à tribu,
sa tablette sera brisée, et il sera frustré de son argent. Champ, jardin, maison retournera à son propriétaire. 38. Officier, homme d'armes et fiefé à tribu, ne peut rien transmettre par écrit à sa femme ou à sa fille, des champs, jardins, maisons de sa gestion, ni donner contre une dette. 39. D'un champ, jardin, maison qu'il a acheté et qu'il possède, en propre, il peut transmettre par écrit à sa femme, à sa fille, et donner contre une dette. 40. Pour la garantie d'un négociant ou une obligation étrangère, il peut vendre ses propres champs, jardins, maisons. L'acheteur peut exploiter les champs, jardins, maisons qu'il a achetés. 41. Si un homme a enclos les champs, jardins, maisons d'un officier, homme d'armes ou fiefé à tribu, et a fourni les piquets, l'officier, homme d'armes, fiefé à tribu, rentreront dans leurs champs, jardins, maisons et payeront les piquets à eux fournis. 42. Si un homme a pris à ferme un champ pour le cultiver, et si dans ce champ il n'a pas fait pousser de blé, on le convaincra de n'avoir pas travaillé le champ, et il donnera au propriétaire du champ selon le rendement du voisin. 43. S'il n'a pas cultivé le champ et l'a laissé en friche, il donnera du blé au propriétaire selon le rendement du voisin, et le champ qu'il a laissé en friche, il le rompra en terre cultivée, l'ensemencera et le rendra au propriétaire. 44. Si un homme a pris à ferme pour 3 ans une terre inculte pour l'ouvrir, s'il s'est reposé et n'a pas ouvert la terre, la 4e année il devra la rompre en champs labourés, louer et ensemencer, et rendre au propriétaire, et lui mesurer 10 gourds de blé par 10 gants de superficie. 45. Si un homme a affermé son champ à un laboureur pour un revenu, et s'il a déjà reçu ce revenu, quand ensuite un orage inonde le champ et emporte la moisson, le dommage est pour le laboureur. 46. S'il n'a pas reçu le revenu de son champ, et s'il avait affermé pour moitié ou tiers, propriétaire et laboureur partageront proportionnellement le blé qui se trouvera dans le champ. 47. Si le laboureur, parce que dans la première année sa ferme n'est pas encore montée, a chargé un autre de labourer le champ, le propriétaire ne molestera pas, pour cela, son laboureur. Son champ a été labouré et, lors de la moisson, il prendra du blé selon ses conventions. 48. Si un homme a été tenu par une obligation productive d'intérêt, et si l'orage a inondé son champ et emporté la moisson, ou si, faute d'eau, le blé n'a pas poussé dans le champ, dans cette année, il ne rendra pas de blé au créancier, trempera dans l'eau sa tablette, et ne donnera pas l'intérêt de cette année. 49. Si un homme a emprunté de l'argent d'un négociant, et a donné au négociant un champ cultivable en blé ou sésame en disant « Cultive le champ, récolte et prends blé ou sésame qui s'y trouveront ». Quand le cultivateur aura fait venir blé ou sésame dans le champ, lors de la moisson, le propriétaire du champ prendra blé ou sésame qui s'y trouveront et donnera au négociant du blé pour l'argent avec les intérêts qu'il a pris du négociant et la ferme de culture. 50. S'il s'agit d'un champ de blé cultivé ou d'un champ de sésame cultivé qu'il a donné au négociant, le maître du champ prendra le blé ou sésame qui se trouve dans le champ et rendra argent avec intérêt au négociant. 51. S'il n'a pas d'argent pour restituer, il donnera au négociant du sésame, selon le tarif du roi, pour la valeur de son argent avec intérêt, emprunté au négociant. 52. Si le cultivateur n'a pas fait venir dans le champ blé ou sésame, il, l'emprunteur, n'annule pas, pour cela, ses obligations. 53. Si un homme, négligent à fortifier sa digue, n'a pas fortifié sa digue, et si une brèche s'est produite dans sa digue, et si le canton a été inondé d'eau, l'homme sur la digue de qui une brèche s'est ouverte restituera le blé qu'il a détruit. 54. S'il ne peut restituer du blé, on vendra sa personne et son avoir pour de l'argent, et les gens des cantons dont l'eau a emporté le blé se partageront. 55. Si un homme a ouvert sa rigole pour irriguer, puis a été négligent, si le champ limitrophe est inondé d'eau, il mesurera du blé selon le rendement du voisin. 56. Si un homme a ouvert la voie d'eau,
et si la plantation du champ voisin est inondée, il mesurera 10 gourds de blé par 10 gants de superficie. 57. Si un berger ne s'est pas entendu avec le propriétaire d'un champ pour y faire paître l'herbe à ses moutons, et à l'insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons, le propriétaire fera la moisson de ses champs, et le berger qui à l'insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons donnera en surplus au propriétaire 20 gourds de blé par 10 gants de superficie. 58. Si, après que les moutons sont sortis du canton, et que le bétail en entier s'est remisé sous les portes, un berger a conduit ses moutons sur un champ, et a fait paître le champ à ses moutons, le berger gardera le champ qu'il a fourragé, et lors de la moisson, il mesurera au propriétaire 60 gourds de blé par 10 gants. 59. Si un homme, à l'insu du maître d'un verger, a coupé un arbre dans le jardin d'un autre, il payera une demi-mine d'argent. 60. Si un homme a donné à un jardinier un champ pour être aménagé en verger, si le jardinier plante le verger et le soigne pendant 4 ans, la 5e année, propriétaire du verger et jardinier partageront à parts égales. Le maître du verger déterminera la part qu'il prendra. 61. Si un jardinier, dans la plantation d'un champ ou verger, n'a pas tout planté, mais a laissé une partie inculte, on la lui mettra dans sa portion. 62. S'il n'a pas planté en verger le champ qui lui avait été confié pour cela, et s'il s'agit d'un champ à céréales, le jardinier mesurera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin, le rapport du champ pour les années où il a été négligé, puis il façonnera le champ à travailler et le restituera au propriétaire. 63. S'il s'agit d'une terre inculte, il façonnera le champ à travailler et le rendra au propriétaire. Pour chaque année, il mesurera 10 gourds de blé pour 10 gants de superficie. 64. Si un homme a donné son verger à exploiter à un jardinier, pendant que celui-ci soigne le verger, il donnera au propriétaire 2 tiers du rapport du verger, et prendra lui-même 1 tiers. 65. Si le jardinier n'a pas exploité le verger, et a causé une diminution de rapport, le jardinier mesurera au propriétaire selon le rendement du voisin. Petit a. Si un homme a emprunté de l'argent d'un négociant, et a donné au négociant son jardin de dattiers en disant « Prends pour ton argent les dattes qui se trouvent dans mon jardin ». Si ce négociant n'est pas consentant, le propriétaire du jardin prendra les dattes qui se trouvent dans le verger, et, selon la teneur de sa tablette, paiera au négociant argent et intérêt. Le surplus des dattes qui se trouvent dans le jardin, le propriétaire les prendra. Petit b. Si un locataire de maison a payé au propriétaire l'argent du loyer complet de l'année, et si le propriétaire, avant la fin du terme, ordonne de sortir au locataire, parce que le locataire est sorti de la maison, avant que les jours du bail fussent terminés, le propriétaire lui rendra sur l'argent que le locataire lui avait donné. Petit c. Si un homme s'est engagé à payer en blé ou en argent, et si pour s'acquitter, il n'a ni blé ni argent, mais d'autres biens, il donnera devant témoin au négociant quoi qu'il possède, selon ce qu'il doit fournir, et le négociant ne chicanera pas, mais acceptera. 100. Le commis marquera les intérêts de l'argent autant qu'il en a emporté, et il comptera ses jours, et paiera le négociant. 101. Si là où il est allé, il n'a pas trouvé de profit, il doublera l'argent qu'il a pris, et le commis le rendra au négociant. 102. Si un négociant a donné de l'argent à un commis à titre gracieux, et si celui-ci, dans l'endroit où il est allé, a éprouvé du détriment, il rendra le capital de l'argent au négociant. 103. Si en route, pendant son excursion, l'ennemi lui a fait perdre ce qu'il portait, le commis en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte. 104. Si un négociant a confié à un commis blé, laine, huile, ou toute autre denrée, pour le trafic, le commis inscrira l'argent et le rendra au négociant. Le commis prendra un signet ou reconnaissance de l'argent qu'il a donné au négociant. 105. Si le commis a fait erreur et n'a pas pris un signet ou reconnaissance de l'argent qu'il a donné au négociant, l'argent non signé, sans reconnaissance, ne peut être porté à l'actif. 106. Si un commis,
ayant pris de l'argent d'un négociant, conteste avec le négociant, celui-ci fera comparaître le commis devant Dieu et témoin pour l'argent qu'il a pris, et le commis payera au triple tout l'argent qu'il en a pris. 107. Si le négociant a fait tort au commis, si celui-ci avait rendu à son négociant ce que le négociant lui avait donné, si le négociant donc conteste au sujet de ce que le commis lui a donné, ce commis fera comparaître le négociant devant Dieu et témoin, et pour avoir contesté avec son commis, il donnera au commis au sextuple tout ce qu'il avait pris. 108. Si une marchande de vin n'a pas accepté du blé comme prix de boisson, mais a reçu de l'argent à gros poids, et a baissé le prix de la boisson au-dessous du prix du blé, on fera comparaître cette marchande de vin, et on la jettera dans l'eau. 109. Si une marchande de vin, quand des rebelles se réunissent dans sa maison, n'a pas saisi et conduit au palais ces rebelles, cette marchande de vin est passible de mort. 110. Si une prêtresse qui ne demeure pas dans le cloître a ouvert une taverne, ou est entrée dans la taverne pour boire, on brûlera cette femme. 111. Si une marchande de vin a donné 60 cas de boisson, ou sa canie, pour la canicule, elle prendra, lors de la moisson, 50 cas de blé. 112. Si un homme se trouve en voyage et a remis à un autre argent, or, pierre ou autre objet de main pour les lui faire transporter, si celui-ci n'a pas livré au lieu où il doit transporter ce qu'il doit y transporter, mais l'a emporté pour lui, le propriétaire de l'objet à transporter fera comparaître cet individu pour n'avoir pas livré ce qu'il avait à transporter, et cet individu donnera au quintuple, au maître de l'envoi, tout ce qui lui avait été confié. 113. Si un homme a une créance de blé ou d'argent sur un autre, et si, à l'insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt, il a pris du blé, on fera comparaître cet homme pour avoir pris du blé, à l'insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt. Il rendra tout le blé qu'il a pris, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait prêté. Il est frustré. 114. Si un homme n'a pas eu une créance de blé ou d'argent sur un autre, et néanmoins a exercé contrainte contre lui, pour chaque contrainte, il paiera un tiers de mine d'argent. 115. Si un homme a eu une créance de blé ou d'argent sur un autre, et a exercé contrainte contre lui, si le contraint meurt de mort naturelle dans la maison du contraignant, cette cause ne comporte pas de réclamation. 116. Si dans la maison de son contraignant, le contraint meurt par suite de coups ou de misère, le maître du contraint fera comparaître son négociant. Et si le mort était fils d'homme libre, on tuera son fils, et si le mort était esclave d'homme libre, il paiera un tiers de mine d'argent, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait prêté. Il est frustré. 117. Si une dette a contracté un homme, et s'il a donné pour de l'argent ses femmes, fils, filles, et les a livrés à la suggestion, durant 3 ans, ils serviront dans la maison de leur acheteur et coacteur. Dans la 4e année, il les remettra en liberté. 118. S'il a livré à la suggestion un esclave ou une esclave, et si le négociant les fait passer ailleurs en les vendant, il n'y a pas de réclamation possible. 119. Si une dette a contracté un homme, et s'il a vendu une de ses esclaves qui lui a donné des enfants, le maître de l'esclave payera au négociant l'argent que celui-ci a payé, et il rachètera son esclave. 120. Si un homme a versé pour emmagasinement son blé dans la maison d'un autre, et si dans le grenier un déchet s'est produit, soit que le maître de la maison ait ouvert le magasin et ait pris du blé, ou soit qu'il conteste sur la quantité totale du blé qui a été versé chez lui, le propriétaire du blé poursuivra son blé devant Dieu, et le maître de la maison qui a pris du blé le doublera et le rendra au propriétaire du blé. 121. Si un homme a versé du blé dans la maison d'un autre, il donnera par an, comme loyer de magasin, 5 cadres de blé par gourd. 122. Si un homme donne en dépôt à un autre de l'argent, or ou toute autre chose, il fera connaître à des témoins ce qu'il donne. Il statuera les obligations et donnera en dépôt. 123. Si, sans témoin ni obligation, statué, il a donné en dépôt, et si là où il a donné on lui conteste, cette cause ne comporte pas de réclamation. 124. Si un homme a donné en dépôt devant témoin à un autre,
argent, or ou toute autre chose, et si celui-ci lui conteste, on fera comparaître cet individu, et il doublera et donnera tout ce qu'il a contesté. 125. Si un homme a donné une chose en dépôt, et s'il a, ou il a donné, soit par effraction, soit par escalade, sa chose avec celle du maître de la maison a disparu, le maître de la maison, qui est en faute, remplacera tout ce qu'en dépôt on lui avait remis et qu'il a perdu, et dédommagera intégralement le maître des biens. Le maître de la maison recherchera son avoir perdu, et le reprendra sur son voleur. 126. Si un homme dont la chose n'est pas perdue prétend qu'elle est perdue, exagère son détriment, s'il poursuit devant Dieu la réparation de son détriment, bien que sa chose ne soit pas perdue, lui-même, le réclamant sans droit, tout ce qu'il a réclamé doublera, et à son propre détriment donnera. 127. Si un homme a fait lever le doigt contre une prêtresse ou la femme d'un autre, sans la convaincre de tort, on jettera cet homme devant le juge, et on marquera son front. 128. Si un homme a épousé une femme et n'a pas fixé les obligations de cette femme n'est pas épouse. 129. Si la femme d'un homme a été prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l'eau, à moins que le mari ne laisse vivre sa femme, et que le roi ne laisse vivre son serviteur. 130. Si un homme a violenté la femme d'un homme qui n'a pas encore connu le mâle, et demeure encore dans la maison paternelle, s'il a dormi dans son sein, et si on le surprend, cet homme est passible de mort, et cette femme sera relâchée. 131. Si le mari d'une femme l'a incriminée, et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu, et elle retournera à sa maison. 132. Si à propos d'un autre mâle, le doigt s'est levé contre la femme d'un homme, et si elle n'a pas été surprise avec un autre mâle dans la couche, à cause de son mari, elle se plongera dans le fleuve. 133. Si un homme a été fait captif, et s'il y a de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est sortie de la maison de son époux, est entrée dans une autre maison, parce que cette femme n'a pas gardé son corps, et est entrée dans une autre maison, on la fera comparaître, et on la jettera dans l'eau. 134. Si un homme a été fait captif, et s'il n'y a pas de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est entrée dans une autre maison, cette femme est sans faute. 135. Si un homme a été fait captif, et s'il n'y a pas dans sa maison de quoi manger, à sa disposition, si sa femme est entrée dans une autre maison, y a enfanté des enfants, et si ensuite son mari est revenu et a regagné sa ville, cette femme retournera avec son époux, les fils suivront leurs pères respectifs. 136. Si un homme a abandonné sa ville, s'est enfui, et si, après lui, sa femme est entrée dans une autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme, parce qu'il a dédaigné sa ville et s'est enfui, la femme du fugitif ne retournera pas avec son mari. 137. Si un homme s'est disposé à répudier une concubine qui lui a procréé des enfants, ou bien une épouse qui lui a procréé des enfants, il rendra à cette femme sa chérictou, et on lui donnera l'usufruit des champs, vergers et autres biens, et elle élèvera ses enfants. Après qu'elle aura élevé ses enfants, on lui donnera une part d'enfants de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle épousera l'époux de son choix. 138. Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d'enfants, il lui donnera tout l'argent de sa tiratou, et lui restituera intégralement la chirictou qu'elle a apportée de chez son père, et il la répudiera. 139. S'il n'y a pas de tiratou, il lui donnera une mine d'argent pour la répudiation. 140. Si c'est un mouchkinou, il lui donnera un tiers de mine d'argent. 141. Si l'épouse d'un homme qui demeure chez cet homme était disposée à sortir, à provoquer la division, à dilapider sa maison, négliger son mari, on la fera comparaître, et si son mari dit « je la répudie », il la laissera aller son chemin, et ne lui donnera aucun prix de répudiation. Si son mari dit « je ne la répudie pas », son mari peut épouser une autre femme, et cette première femme demeurera dans la maison de son mari comme esclave. 142. Si une femme a dédaigné son mari et lui a dit « tu ne me posséderas pas », son secret sur le tort qu'elle subit sera examiné,
et si elle est ménagère, sans reproche, et si son mari sort et la néglige beaucoup, cette femme est sans faute. Elle peut prendre sa chérectou et s'en aller dans la maison de son père. 143. Si elle n'est pas ménagère mais coureuse, si elle dilapide la maison, néglige son mari, on jettera cette femme dans l'eau. 144. Si un homme a épousé une femme, et si cette femme a donné à son mari une esclave qui a procréé des enfants, si cet homme se dispose à prendre une concubine, on n'y autorisera pas cet homme, et il ne prendra pas une concubine. 145. Si un homme a pris une épouse, et si elle ne lui a pas donné d'enfant, et s'il se dispose à prendre une concubine, il peut prendre une concubine et l'introduire dans sa maison. Il ne rendra pas cette concubine l'égale de l'épouse. 146. Si un homme a pris une épouse, et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procrée des enfants, si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse, parce qu'elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus la vendre. Elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves. 147. Si elle n'a pas enfanté d'enfant, sa maîtresse peut la vendre. 148. Si un homme a pris une épouse, et si une maladie l'a contractée, et s'il se dispose à en prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne répudiera pas son épouse que la maladie a contractée. Elle demeurera à domicile, et aussi longtemps qu'elle vivra, il la sustentera. 149. S'il ne plaît pas à cette femme de résider dans la maison de son mari, il lui restituera intégralement la chérectou qu'elle a apportée de chez son père, et elle s'en ira. 150. Si un homme a donné en noudounou à son épouse champ, verger, maison, et lui a laissé une tablette, après la mort de son mari, ses enfants ne lui contesteront rien. La mère, après sa mort, le donnera à l'un des enfants qu'elle préfère, mais elle ne le donnera pas à un frère. 151. Si une femme qui demeure dans la maison d'un homme s'est fait promettre par son mari qu'elle ne serait pas saisie par ses créanciers, et s'est fait délivrer une tablette, si cet homme, dès avant d'épouser cette femme, est chargé de dette, le créancier de la dette ne saisira pas son épouse. Et si cette femme, dès avant d'entrer chez cet homme, est chargée de dette, le créancier de la dette ne saisira pas son mari. 152. Si, depuis que cette femme est entrée dans la maison de l'homme, une dette les obère, ils paieront le négociant tous deux. 153. Si l'épouse d'un homme, en vue d'un autre mâle, a fait tuer son mari, on mettra cette femme à la potence. 154. Si un homme a eu commerce avec sa fille, on chassera cet homme du lieu. 155. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si celui-ci l'a connue, si le père lui-même ensuite est surpris à coucher dans son sein, on liera cet homme et on la jettera dans l'eau. 156. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si son fils ne l'a pas encore connue, et si lui-même a dormi dans son sein, il lui paiera une demi-mine d'argent. Il lui rendra intégralement tout ce qu'elle a apporté de chez son père, et elle épousera qui elle voudra. 157. Si un homme a dormi après son père dans le sein de sa mère, on les brûlera tous deux. 158. Si un homme, à la suite de son père, est surpris dans le sein de celle qu'il a élevée, et qui a eu des enfants de ce père, cet homme sera arraché de la maison paternelle. 159. Si un homme a fait apporter du bibelou dans la maison de son beau-père, a donné la tire-à-tout, s'il tourne les yeux vers une autre femme et dit à son beau-père « Je n'épouserai pas ta fille », le père de la fille gardera tout ce qui lui a été apporté. 160. Si un homme a fait porter du bibelou dans la maison de son beau-père, a donné la tire-à-tout, et si le père de la fille dit « Je ne te donnerai pas ma fille », il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté. 161. Si un homme a fait porter du bibelou chez son beau-père, a donné la tire-à-tout, et si un sien ami le calomniant, le beau-père dit au mari « Tu n'épouseras pas ma fille », il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté. Et cet ami du mari ne pourra prendre son épouse. 162. Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, si cette femme meurt, son père ne réclamera rien de sa chérectou. La chérectou de l'épouse est à ses enfants.
163. Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfant, si cette femme meurt, si le beau-père a rendu la tiratou que cet homme a apportée chez son beau-père, son mari ne réclamera rien de la chérictou de cette femme. Sa chérictou est à la maison paternelle. 164. Si son beau-père ne lui a pas rendu la tiratou, il déduira toute la tiratou de la femme de sur sa chérictou, et il rendra ensuite la chérictou à la maison du père de la femme. 165. Si un homme a donné en cadeau à l'un de ses fils, le premier de son regard, champ, verger, maison, et lui a donné une tablette, si ensuite le père meurt, quand les frères partageront, ce fils gardera le cadeau que le père lui a donné, et de plus, pour la fortune mobilière on partagera à part égale. 166. Si un homme a pris épouse pour les fils qu'il a, à l'exception de l'un d'eux, en bas âge, quand le père mourra et que les frères partageront la fortune mobilière de la maison paternelle, ils donneront à leur frère en bas âge, qui n'a pas encore pris une épouse, en outre de sa portion, de l'argent pour une tiratou, et lui feront prendre une épouse. 167. Si un homme a pris une épouse, et si elle lui a donné des enfants, quand cette femme mourra, si, après elle, il prend une autre épouse qui lui donne aussi des enfants, quand le père mourra, les enfants ne partageront pas selon les mères, en deux. Ils prendront la chérictou de leur mère, chaque groupe celui de la sienne. Mais ils, tous, partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle. 168. Si un homme s'est proposé de renier, arracher, son enfant et a dit au juge « Je renie mon enfant », le juge examinera le fond de son affaire, et si l'enfant n'a pas à charge un crime grave, passible d'être privé de la filiation, le père ne peut l'arracher de la filiation. 169. S'il a à charge un crime grave contre son père, passible de cette privation, pour une fois, celui-ci détournera la face. Si c'est pour la seconde fois qu'il a à charge un crime grave, le père peut arracher son enfant de la filiation. 170. Si une épouse a donné des enfants à un homme et si une esclave de cet homme lui a aussi donné des enfants, si de son vivant, le père a dit aux enfants que l'esclave lui a donné « Vous êtes mes enfants », et les a comptés parmi les enfants de l'épouse, si ensuite le père meurt, les enfants de l'épouse et les enfants de l'esclave partageront à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle. Les enfants qui sont les enfants de l'épouse choisiront dans le partage et prendront. 171. Si le père de son vivant n'a pas dit aux enfants que l'esclave lui a enfanté « Vous êtes mes enfants », quand le père mourra, les enfants de l'esclave ne partageront pas la fortune mobilière de la maison paternelle avec les enfants de l'épouse. Il effectue l'affranchissement de l'esclave et de ses enfants. Les enfants de l'épouse ne peuvent revendiquer pour la servitude les enfants de l'esclave. Quant à l'épouse, elle prendra sa chérictou et le noudounou que son mari lui a donné lui a marqué sur tablette, et elle restera dans la maison de son mari. Tant qu'elle vivra, elle en jouira, mais ne pourra les aliéner pour argent. Après elle, ils seront à ses enfants. 172. Si son mari ne lui a pas donné un noudounou, on lui rendra intégralement sa chérictou, et elle prendra sur la fortune mobilière de la maison du mari une part d'enfants. Si ses enfants la forcent à sortir de la maison, le juge examinera ses raisons, et si la faute est sur les enfants, cette femme ne s'en ira pas de la maison de son mari. Si cette femme est disposée à s'en aller, elle laissera à ses enfants le don que son mari lui a donné. Elle prendra la chérictou, qui vient de la maison de son père, et épousera qui elle voudra. 173. Si cette femme, là où elle est entrée, donne des enfants à son deuxième mari, et si ensuite elle meurt, les enfants antérieurs et postérieurs se partageront sa chérictou. 174. Si elle n'a pas donné d'enfants au deuxième mari, les enfants du premier époux prendront sa chérictou. 175. Si un esclave du palais ou un esclave de Mouchkinou a épousé une fille d'homme libre et a procréé des enfants, le propriétaire de l'esclave ne peut élever de revendication sur les enfants d'une fille d'homme libre pour la servitude. 176. Et si l'esclave du palais ou l'esclave d'un Mouchkinou a épousé une fille d'homme libre, et si elle est entrée dans la maison de l'esclave du palais ou de l'esclave d'un Mouchkinou avec une chérictou venant de la maison de son père, et si depuis qu'ils sont ensemble,
ils se sont établis, ont acquis de l'avoir, si ensuite l'esclave du noble ou l'esclave du mouchkinou meurt, la fille d'homme libre prendra sa chérectou, et de tout ce que son mari et elle, depuis qu'ils étaient ensemble, ont acquis, on fera 2 parts. Le propriétaire de l'esclave prendra une moitié, la fille d'homme libre prendra l'autre moitié pour ses enfants. Si la fille d'homme libre n'avait pas de chérectou, on partagera en 2 parts ce que son mari et elle ont acquis, depuis qu'ils étaient ensemble, et le propriétaire de l'esclave prendra une moitié. La fille d'homme libre prendra l'autre moitié pour ses enfants. 177. Si une veuve dont les enfants sont en bas âge se propose d'entrer dans une autre maison, elle n'entrera pas sans le juge. Quand elle entrera dans une autre maison, le juge recherchera ce qui reste de la maison du premier mari, et on confiera à son second mari et à cette femme la maison de son premier mari, et on leur fera délivrer une tablette. Ils garderont la maison et élèveront les petits et ne vendront aucun ustensile. L'acheteur, qui acquerrait un ustensile d'enfant de veuve, sera frustré de son argent. L'objet retourne à son maître. 178. Si son père a donné à une prêtresse ou à une femme publique une chérectou et gravé une tablette, si sur la tablette qu'il lui a gravée, il n'y a pas gravé qu'elle pourrait donner à qui bon lui semble ce qu'elle laisserait après elle, ni ne la laisser suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, les frères de la femme prendront les champs et vergers, et selon la valeur de sa portion, lui donneront blé, huile, laine, et contenteront son cœur. Si ses frères ne lui donnent pas blé, huile, laine, selon la valeur de sa portion, et ne contentent pas son cœur, elle donnera ses champs et jardins à un fermier qui lui plaira, et son fermier la sustentera. Elle jouira de tout ce que son père lui avait donné, tant qu'elle vivra, mais ne peut le vendre ni payer un autre par ce moyen. Sa part d'enfant appartient à ses frères. 179. Si son père a donné à une prêtresse ou une femme publique une chérectou et gravé une tablette, et si sur cette tablette qu'il lui a gravée, il a gravé qu'elle donnerait à qui elle voudrait, ce qu'elle laisserait après elle, et la laisser suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, elle donnera à qui lui plaira ce qu'elle laissera. Ses frères ne lui contesteront rien. 180. Si son père n'a pas donné de chérectou à une fille recluse ou femme publique, quand ensuite le père mourra, elle participera une part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle et en jouira tant qu'elle vivra. Après elle, cela revient à ses frères. 181. Si un père a voué à Dieu une hiérodule ou une vierge et ne lui a pas donné de chérectou, quand ensuite le père mourra, elle participera un tiers de part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle, et elle en jouira tant qu'elle vivra. Après elle, cela revient à ses frères. 182. Si son père n'a pas donné de chérectou à une fille, prêtresse de Mardouk à Babylone, ni lui a gravé une tablette, quand ensuite le père sera mort, elle participera, avec ses frères, un tiers de part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle. Elle ne gérera pas de gestion personnellement, et après elle, la prêtresse de Mardouk le donnera à qui lui plaira. 183. Si un père a offert une chérectou à sa fille de concubine et l'a donnée à un mari, lui a gravé une tablette, quand ensuite le père mourra, elle ne participera pas à la fortune mobilière de la maison paternelle. 184. Si un homme n'a pas offert de chérectou à sa fille de concubine, ni ne l'a donnée à un mari, quand ensuite le père mourra, ses frères lui offriront une chérectou selon la fortune de la maison paternelle et la donneront à un mari. 185. Si un homme a pris un petit en adoption d'enfant avec son propre nom et l'a élevé, cet élève ne peut être réclamé. 186. Si un homme a adopté en filiation un petit, et si, quand il l'a pris, celui-ci a violenté ses père et mère, cet élève retournera chez son père. 187. L'enfant d'un favori, familier du palais ou celui d'une femme publique ne peut être réclamé. 188. Si un artisan a pris un enfant pour l'élever et lui a appris son métier, il ne peut être réclamé. 189. S'il ne lui a pas appris son métier, cet élève peut retourner chez son père. 190. Si un homme qui a pris un petit en adoption et l'a élevé
ne l'a pas compté avec ses propres enfants, cet élève retournera chez son père. 191. Si un homme qui a pris un petit en adoption et l'a élevé, fonde une famille et ensuite a des enfants, et s'il se dispose à renier, arracher, l'adopter, cet enfant n'ira pas son chemin. Le père qui l'a élevé lui donnera un tiers de part d'enfant sur sa fortune mobilière, et alors il s'en ira. Des champs, vergers et maisons, il ne lui donnera rien. 192. Si un enfant de favori ou un enfant de femme publique dit à son père qui l'a élevé ou à sa mère qui l'a élevé, « Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », on lui coupera la langue. 193. Si l'enfant d'un favori ou celui d'une femme publique a connu la maison de son père et a dédaigné le père qui l'a élevé et la mère qui l'a élevé, et s'en est allé à la maison de son père, on lui arrachera les yeux. 194. Si un homme a donné son enfant à une nourrice, et si cet enfant est mort entre les mains de cette nourrice, si la nourrice nourrit un autre enfant sans la permission de ses pères et mères, on la fera comparaître, et pour avoir nourri un autre enfant, sans la permission de ses pères et mères, on lui coupera les seins. 195. Si un enfant a frappé son père, on lui coupera les mains. 196. Si un homme a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crèvera un œil. 197. S'il a brisé un membre d'un homme libre, on lui brisera un membre. 198. S'il a crevé l'œil d'un mouchkinou, ou brisé un membre d'un mouchkinou, il paiera une mine d'argent. 199. S'il a crevé l'œil d'un esclave d'homme libre, ou brisé un membre d'un esclave d'homme libre, il paiera la moitié de son prix. 200. Si un homme a fait tomber les dents d'un homme de même condition que lui, on fera tomber ses dents. 201. S'il a fait tomber les dents d'un mouchkinou, il paiera un tiers de mine d'argent. 202. Si un homme a frappé le cerveau d'un homme de condition supérieure à lui, il sera frappé en public de 60 coups de nerf de bœuf. 203. Si un homme a frappé le cerveau d'un homme de même condition, il paiera une mine d'argent. 204. S'il a frappé le cerveau d'un mouchkinou, il paiera 10 cycles d'argent. 205. S'il a frappé le cerveau d'un esclave d'homme libre, on lui coupera l'oreille. 206. Si un homme a frappé un autre homme dans une dispute et lui a causé une plaie, cet homme jurera « Je ne l'ai pas fait sciemment » et il paiera le médecin. 207. Si l'autre meurt de ses coups, il jurera encore, et s'il s'agit d'un fils d'homme libre, il paiera une demi-mine d'argent. 208. Et s'il s'agit d'un fils de mouchkinou, il paiera un tiers de mine d'argent. 209. Si un homme a frappé une fille d'homme libre et a fait tomber son intérieur, avorté, il paiera pour son fruit 10 cycles d'argent. 210. Si cette femme meurt, on tuera la fille de l'agresseur. 211. S'il s'agit d'une fille de mouchkinou dont il a fait tomber par ses coups l'intérieur, il paiera 5 cycles d'argent. 212. Si cette femme meurt, il paiera une demi-mine d'argent. 213. S'il a frappé une esclave d'un homme libre et a fait tomber son intérieur, il paiera 2 cycles d'argent. 214. Si cette esclave meurt, il paiera un tiers de mine d'argent. 215. Si un médecin a traité un homme d'une plaie grave avec le poinçon de bronze et guéri l'homme, s'il a ouvert la taie d'un homme avec le poinçon de bronze et a guéri l'œil de l'homme, il recevra 10 cycles d'argent. 216. S'il s'agit d'un mouchkinou, il recevra 5 cycles d'argent. 217. S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin 2 cycles d'argent. 218. Si un médecin a traité un homme libre d'une plaie grave avec le poinçon de bronze et a fait mourir l'homme, s'il a ouvert la taie de l'homme avec le poinçon de bronze et a crevé l'œil de l'homme, on coupera ses mains. 219. Si un médecin a traité d'une plaie grave l'esclave d'un mouchkinou avec le poinçon de bronze et l'a tué, il rendra esclave pour esclave. 220. S'il a ouvert la taie avec le poinçon de bronze et a crevé l'œil, il payera en argent la moitié de son prix.
221. Si un médecin a guéri un membre brisé d'un homme libre et a fait revivre un viscère malade, le patient donnera au médecin 5 cycles d'argent. 222. Si c'est un fils de Mouchkinou, il donnera 3 cycles d'argent. 223. S'il s'agit d'un esclave d'homme libre, le maître de l'esclave donnera au médecin 2 cycles d'argent. 224. Si le médecin des bœufs ou des ânes a traité d'une plaie grave un bœuf ou un âne et l'a guéri, le maître du bœuf ou de l'âne donnera au médecin pour son salaire un 6e de cycle d'argent. 225. S'il a traité un bœuf ou un âne d'une plaie grave et causé sa mort, il donnera le quart de son prix au maître du bœuf ou de l'âne. 226. Si un chirurgien, à l'insu du maître de l'esclave, a imprimé une marque d'esclave inaliénable, on coupera les mains à ce chirurgien. 227. Si un homme a trompé un chirurgien, et si celui-ci a imprimé une marque d'esclave inaliénable, on tuera l'autre et on l'enterrera dans sa maison. Le chirurgien jurera « Je ne l'ai pas marqué sciemment » et il sera quitte. 228. Si un architecte a construit une maison pour un autre et l'a menée à bonne fin, il lui donnera pour son cadeau 2 cycles d'argent, par sar de superficie. 229. Si un architecte a construit pour un autre une maison et n'a pas rendu solide son œuvre, si la maison construite s'est écroulée et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort. 230. Si c'est l'enfant du maître de la maison qui l'a tué, on tuera l'enfant de cet architecte. 231. Si c'est l'esclave du maître de la maison qui l'a tué, il donnera esclave pour esclave au maître de la maison. 232. Si c'est la fortune mobilière qu'il a détruite, il restituera tout ce qu'il a détruit, et parce qu'il n'a rendu solide la construction et qu'elle s'est effondrée, il restaurera la maison ruinée à ses propres frais. 233. Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un et n'a pas solidement basé son œuvre, si un mur tombe, cet architecte affermira ce mur à ses propres frais. 234. Si un batelier a calfaté un vaisseau de 60 gourds pour quelqu'un, il lui donnera 2 cycles d'argent pour sa récompense. 235. Si un batelier a calfaté pour quelqu'un un vaisseau et n'a pas rendu solide son travail, si cette même année il met en route ce vaisseau, et s'il éprouve une avarie, le batelier changera le vaisseau, le réparera à ses propres frais, et rendra le vaisseau réparé au maître du vaisseau. 236. Si un homme a donné en location son vaisseau à un batelier, et si le batelier conduit mal, et si le vaisseau coule, et s'il le perd, le batelier restituera un vaisseau au maître du vaisseau. 237. Si un homme a pris en location un batelier, et un vaisseau, et l'a frété de blé, laine, huile, dattes ou toute autre denrée de fret, si ce batelier a conduit mal, et a fait sombrer le vaisseau, a perdu ce qui s'y trouvait, il restituera le vaisseau qu'il a fait sombrer, et tout le contenu qu'il a perdu. 238. Si un batelier a coulé le vaisseau de quelqu'un et l'a renfloué, il paiera la moitié de son prix en argent. 239. Si un homme a loué un batelier, il lui donnera par an 6 gourds de blé. 240. Si un bateau de course a abordé un bac de passeurs et l'a coulé, le maître du bateau coulé poursuivra devant Dieu tout ce qu'il a perdu sur le bateau, et celui du bateau de course qui a coulé le bac restituera le bateau et tout ce qui y a péri. 241. Si un homme a contraint le bœuf d'un autre au travail forcé, il paiera un tiers de mine d'argent. 242. Si un homme le prend à bail pour un an, prix de location du bœuf de labour, 4 gourds de blé. 243. Prix de location du bœuf de somme. Il donnera 3 gourds de blé au propriétaire. 244. Si un homme a loué un bœuf ou un âne, et si dans les champs un lion l'a tué, c'est pour son maître qu'il est tué. 245. Si un homme a loué un bœuf, et si par de mauvais soins ou par des coups, il l'a fait mourir, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf. 246. Si un homme a loué un bœuf, a brisé son pied, ou bien a coupé sa nuque, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf. 247.
Si un homme a loué un bœuf et a crevé son œil, il donnera au maître du bœuf la moitié de sa valeur en argent. 248. Si un homme a loué un bœuf, a brisé sa corne, coupé sa queue, ou a tranché le dessus du museau, il donnera le quart de sa valeur en argent. 249. Si un homme a loué un bœuf, et si Dieu, un accident, l'a frappé et s'il est mort, celui qui l'a pris en location en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte. 250. Si un bœuf furieux dans sa course a poussé des cornes un homme et l'a tué, cette cause ne comporte pas de réclamation. 251. Si le bœuf d'un homme a frappé souvent de la corne, lui a fait connaître son vice, et s'il n'a pas rogné ses cornes ni entravé son bœuf, si ce bœuf a poussé de la corne un fils d'homme libre et l'a tué, il paiera une demi-mine d'argent. 252. Si c'est un esclave d'homme libre, il donnera un tiers de mine d'argent. 253. Si un homme a loué un autre pour demeurer sur son champ et lui a, point de suspension, lui a confié les bœufs et l'a engagé pour labourer le champ, si cet homme a volé du grain ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains. 254. S'il a pris le, point de suspension, a épuisé les bœufs, il restituera la quantité de blé qu'il a ensemencé. 255. S'il a donné en location le bœuf d'autrui, et a volé de la graine et n'a pas fait produire le champ, on fera comparaître cet homme, et par 100 gannes, il mesurera 60 gourdes de blé. 256. Si son district ne veut pas faire de la restitution, on le laissera sur le champ parmi le bétail. 257. Si un homme a loué un travailleur des champs, il lui donnera par an 8 gourdes de blé. 258. Si un homme a loué un bouvier, il lui donnera 6 gourdes de blé par an. 259. Si un homme a volé une roue d'arrosage dans les champs, il donnera 5 cycles d'argent au maître de la machine. 260. S'il a volé une chadouffe ou une charrue, il donnera 3 cycles d'argent. 261. Si un homme a loué un pâtre pour bœufs et moutons, il lui donnera par an 8 gourdes de blé. 262. Si un homme, point de suspension, a un bœuf ou un mouton pour, point de suspension. 263. S'il a perdu bœuf ou mouton qui lui sont confiés, il rendra à leur propriétaire bœuf pour bœuf, mouton pour mouton. 264. Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons à paître a reçu tout son salaire convenu, et si son cœur est content, s'il a fait diminuer les bœufs et s'il a fait décroître le nombre des moutons et restreint la reproduction, il livrera petits et revenus selon les conventions. 265. Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons à paître a prévariqué, a falsifié l'état du troupeau et a vendu, on le citera en justice et il restituera au propriétaire 10 fois ce qu'il a volé de bœufs et moutons. 266. S'il s'est produit un dégât dans l'étable par un accident, ou si le lion a tué, le berger se disculpera devant Dieu, et le maître de l'étable supportera la ruine de l'étable. 267. Si le pâtre est en faute, et si dans l'étable il a causé une brèche, le pâtre remettra en bon état et rendra à leur propriétaire le trou de la brèche réparé, bœufs et moutons. 268. Si un homme a loué un bœuf pour fouler, son prix de location est de 20 cas de blé. 269. S'il a loué un âne pour fouler, son prix de location est de 10 cas de blé. 270. S'il a loué un ânon ou bouvillon, son prix de location est de 1 cas de blé. 271. Si un homme a loué des bœufs, le chariot et le conducteur, il donnera, par jour, 180 cas de blé. 272. Si un homme a loué le chariot seul, il donnera, par jour, 40 cas de blé. 273. Si un homme a loué un journalier, il donnera par jour 6 chais d'argent, depuis le commencement de l'année jusqu'au 5e mois. Depuis le 6e mois jusqu'à la fin de l'année, il donnera 5 chais d'argent par jour. 274. Si quelqu'un a loué un artisan, le salaire dû, point de suspension,
est de 5 chais d'argent. Le salaire du briquetier est de 5 chais d'argent. Le salaire du tailleur d'habits est de 5 chais d'argent. Le salaire du tailleur de pierre est de point de suspension d'argent. Le salaire du point de suspension est de point de suspension d'argent. Le salaire du point de suspension est de point de suspension d'argent. Le salaire du charpentier est de 4 chais d'argent. Le salaire du point de suspension est de 4 chais d'argent. Le salaire du point de suspension est de point de suspension chais d'argent. Le salaire du maçon est de point de suspension d'argent. Par jour, il donnera 275. Si un homme a loué un bac, son prix de location est de 3 chais d'argent par jour. 276. Si c'est un bateau de course, il donnera par jour 2 chais et demi d'argent pour la location. 277. Si un homme a loué un bateau de 60 gourds, il donnera, pour la location, 1/6 de cycle par jour. 278. Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et si avant d'achever un mois, une infirmité, paralysie l'afflige, il le rendra à son vendeur, et l'acheteur reprendra l'argent qu'il a payé. 279. Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et s'il y a réclamation, son vendeur fera droit à la réclamation. 280. Si un homme a acheté en pays étranger l'esclave mâle ou femelle de quelqu'un, s'il vient dans le pays propre et si le maître de l'esclave mâle ou femelle reconnaît son esclave mâle ou femelle, si ces esclaves mâles ou femelles sont des indigènes, sans argent, il leur accordera l'élargissement. 281. S'ils sont étrangers, l'acheteur jurera devant Dieu qu'il les a payés. Le maître de l'esclave mâle ou femelle rendra au négociant l'argent qu'il a versé et recouvrera son esclave mâle ou femelle. 282. Si un esclave dit à son maître « Tu n'es pas mon maître », il le convaincra en justice comme étant son esclave, et son maître lui coupera l'oreille. Décret d'équité que Hammurabi, le roi puissant, a statué. Fin, dit par Émile Berlerme. Je suppose que vous avez noté l'ancienneté de ces lois vieilles de 4000 ans. Eh bien, selon moi, nos sociétés barbares sont aussi éloignées de l'équité véritable que ces lois de Hammurabi, tant que vous ignorerez le fait évident de notre existence à tous, qui est d'avoir été fabriqués imparfaitement, éduqués imparfaitement et insérés imparfaitement dans une société imparfaite, sans qu'aucun d'entre nous n'ait été candidat à l'existence, ce qui implique notre innocence complète et totale de nos actes tout au long de notre existence, vous ne serez que des bêtes sauvages. Nous sommes, tous sans exception, aucune, innocents d'exister, sans responsabilité aucune, puisque irresponsables, et aucun d'entre nous ne peut être puni ni récompensé, puisque vous vous gérez comme des bêtes alors que votre cerveau devrait pouvoir vous en sortir, vous êtes plus que des bêtes. Ceux qui gouvernent, les chefs, c'est-à-dire étymologiquement les têtes, n'en possèdent pas. Ils sont pires que les gouvernés. Voir mes droits de la personne, Émile Berlerme. Pour que la notion se répande, abonnez-vous, commentez et likez. Merci.